Alors, le fric qui voilà, a fait l'actualité en F1 la semaine dernière. Alors, on ne parle pas du pognon, hein, pas du fric dans ce sens-là, évidemment. Il s'agit de ces suspensions interconnectées. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas un prétexte, ou en tout cas un symbole, Nicolas, de l'inutilité de certains développements techniques en F1? Alors bon, moi, vous le savez, la technique, c'est un peu mon dada, sauf que pour le coup, je dois admettre que moi, je m'attendais à des écarts un peu plus importants. Je pensais que Mercedes allait vraiment reculer parce qu'elle a le système le plus sophistiqué, alors peut-être pas le plus performant, mais le plus sophistiqué. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Marussia, qui est de l'autre côté du spectre, a dépensé aussi beaucoup de ressources pour ça. Donc on se dit, Donc, proportionnellement, disons, à leur budget, proportionnellement à voilà. leur budget. Et donc on se dit que voilà, les écuries dépensent de l'argent normalement à bon escient. Et donc s'ils développent ce système, c'est quand même qu'il apporte des gains très significatifs. Sauf que on s'est rendu compte que sans le fric, les suspensions interconnectées, la hiérarchie n'a pas vraiment changé. Quasiment pas. Quasiment pas. Alors Williams était un peu plus près de Mercedes, mais on ne sait pas très bien si Nico a tout donné non plus. Lotus est un poil moins bien, encore Voilà. moins bien. Marussia se plaignait, mais finalement est à sa place. Enfin, voilà, pas de... Donc on peut se dire, tiens, c'est quand même curieux qu'un système aussi sophistiqué apportait finalement peut-être pas grand-chose, puisque quand on l'enlève, on s'aperçoit que la hiérarchie n'est pas bouleversée. Et moi, je me demande si c'est vraiment pas significatif de ressources finalement peut-être pas très bien employées, essentiellement par les plus grandes écuries. On voit que les plus grandes écuries dépensent beaucoup d'argent pour des dispositifs qui sont peut-être pas très très utiles, et elles forcent les petites écuries à suivre le mouvement. Or, on constate que il y a un écart de plus en plus important entre les grands teams et les plus C'est une petites. dérive de la F1, et on en a parlé avec Otmar Zafnoer chez Force India, qui lui-même reconnaissait en disant, c'est vrai que le fric, c'est un bel exemple par rapport aux discussions sur les réductions des coûts, les contrôles des budgets, etc. Voilà l'exemple de dépenses inutiles, et lui-même disait chez Force India, on a dépensé beaucoup d'argent pour ce système qui n'a aucun intérêt, y compris pour l'industrie automobile, parce que on sait que les suspensions actives, forcément, ne sont pas interdites pour l'automobile de tous les jours. Donc ces systèmes un peu intermédiaires pour contourner un règlement, pour l'interpréter autrement, ça ne rime à rien et ça coûte des millions vraiment pour rien. Le spectateur dans la tribune, il voit pas la différence. Donc voilà, et c'est significatif de cette dérive de la F1. Alors c'est peut-être parce que les ingénieurs ont un peu trop de pouvoir aujourd'hui en F1, parce qu'ils ont ils ont la magic touch dans certains cas. Mais là, je serais peut-être pas tout à fait d'accord avec toi, parce que pour moi, la Formule 1, ça doit quand même être le pinacle du sport automobile, et interdire de la recherche, de l'innovation, je trouve que c'est pas vraiment la vocation de la F1. La F1 ne doit pas se comporter comme un dinosaure, comme me disait Padillo que j'ai vu. Mais je pense pour moi qu'il ne faut pas brider la créativité des ingénieurs. Et là, on la bride en cours de saison. En cours de saison, on change les règles du jeu. Moi, je trouve ça pas très fair-play, parce que du coup, ils ont dépensé encore plus d'argent pour reconfigurer leur voiture. Oui, enfin, il y a quand même CQFD, la hiérarchie n'a pas bougé d'un iota quasiment, donc ça servait à rien de dépenser cet argent-là. C'est pas faux. Et je trouve que, je suis d'accord avec toi sur le fait que la F1 doit rester technologiquement à la pointe, mais à condition que ce soit utile. Voilà, et donc l'exemple des moteurs hybrides et des recherches orientées vers le rendement énergétique, ça sert à la société en général. Alors que des dérives comme le fric ou comme l'aérodynamique qui a pris des proportions complètement disproportionnées ne se justifient pas de la même manière. Alors pour revenir au fossé qui se creuse entre les grands et les petits, on sait qu'il y a ce groupe stratégique, les 5-6 meilleures équipes qui ont plus ou moins tout à dire sur le règlement et sur l'évolution, et les petites écuries qui sont priées, comme tu dis, de suivre, de survivre, et puis s'ils ne survivent pas, on se rend compte maintenant qu'il n'y a pas d'état d'âme, et que, à la limite, s'il y a une ou deux équipes en moins, il y aura peut-être le Gene Haas, l'Américain, qui va venir tenter sa chance. Il y a peut-être les Roumains avec Colin Colles dans la foulée. Donc, alors c'est vrai que la F1, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un renouvellement. Il y a eu beaucoup d'écuries qui ont disparu. Oui, c'est vrai. Mais alors, justement, parce que pour moi, je crois que la polémique sur le fric, elle vient en partie des petites écuries et en partie de Force India. Force India, elle n'utilisait pas tout le temps le fric, elle l'utilisait de temps en temps. Et pour moi, les petites écuries
ont tenté de faire porter leur voix auprès de la FIA sur l'argument de la réduction des coûts que la FIA, je pense, peut entendre. Et pour moi, la polémique sur le fric, c'était un des moyens de dire aux grandes écuries, écoutez, on peut vous ennuyer aussi, mais il faut absolument rationaliser la Formule 1 parce que sinon, en effet, comme tu l'as dit, dans quelques années, il y aura quelques écuries en moins. Lotus n'est pas dans une situation extrêmement brillante. Caterham survit de façon difficilement. improbable. Sauber est aux abois. Ouais. Et Marussia dépend du bon vouloir d'un oligarque. Idem aussi, dans une certaine mesure, pour Force India avec Vijay Mallya. Donc c'est vrai que ça fait presque la moitié du plateau qui est quand même en situation fragile sur le plan économique. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que, alors Force India, c'est la plus grande des petites écuries, ou en tout cas la plus performante. Le meilleur rapport budget-résultat, c'est Force India, et c'est pas la première année, ça fait 4 ou 5 ans que ça dure. Si Force India termine dans les 5 ou 6 premiers du championnat, ils vont remplacer Lotus dans le fameux groupe stratégique. Alors, est-ce qu'ils vont tourner Kazakh et faire alliance avec les grands en essayant de grandir? C'est un peu ce que Lotus faisait. On verra ce qu'il en est. Revenons à Caterham un instant, parce qu'il y a eu cette reprise en cours d'année. Tony Fernandez s'est un peu lassé de perdre des millions et des dizaines de millions dans le panier percé, on peut comprendre. On ne sait pas très bien qui reprend cette équipe, donc ça déjà c'est typique de la F1. On voit arriver Christian Albers avec Colès en coulisses. Christian Albers qui est hollandais. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un petit message sur la Caterham pour dire hommage aux victimes du vol Malaysia qui est tombé au-dessus de l'Ukraine en fin de semaine. Et curieusement, la F1 n'a pas du tout réagi. C'est les seuls, c'est Caterham, sans doute à cause des connexions hollandaises d'Albers. Alors que, souviens-toi, Nicolas, en Australie, on avait eu droit à une minute de silence pour l'autre vol malaisien qui avait disparu et qu'on n'a toujours pas retrouvé. Chercher l'explication. Pourquoi est-ce que dans ce contexte, dans cette actualité, la F1 refuse de faire une minute de silence alors qu'elle l'avait fait pour un drame tout à fait... Oui, c'est deux poids, deux mesures. On se demande un peu pourquoi. Il doit sans doute avoir une petite arrière-pensée politique derrière tout ça. Il ne faut pas oublier que la Formule 1, cette année, elle va en Russie. Et je pense que notre ami Bernie n'a pas spécialement envie de froisser Vladimir Poutine. Et que, dès lors, je pense qu'il y a eu une sorte de consensus informel sur le fait de ne pas trop en parler. Je trouve que la réelle politique a quand même des limites. Il y a eu quand même beaucoup de victimes. Et je trouve que Christian Albers, en conférence de presse, qui a dit quand même la chose la plus importante aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est qu'il y a eu ce drame, avait du sens pour une Formule 1 qui a parfois vit dans son petit monde sans oser aussi donner son avis. L'année passée, Mark Webber était un des seuls à s'exprimer sur la Bahreïn. Situation à Bahreïn, absolument. Bon, alors ces petites équipes, Caterham, Marussia, pour parler des plus petites, mais bon, on peut presque mettre Sauber dans le même sac. Finalement, quelle est leur utilité, si ce n'est d'être faire valoir? Parce qu'on voit que même les pilotes qui passent par là sont plutôt des pilotes payants, ont rarement l'occasion de progresser dans la hiérarchie. Tout à fait. Il y a peut-être une exception aujourd'hui, c'est Jules Bianchi, qui lui n'est certainement pas un pilote payant, qui fait une saison extrêmement solide et qui pourrait peut-être être amené à, je ne sais pas, sauter dans la Ferrari, parce que il l'a fait à Silverstone il y a 10 jours. Et c'est vrai que le cas de Kimi Räikkönen est quand même très inquiétant. On l'a déjà abordé ici, mais là, il a aggravé son cas à Räikkönen, mais il termine à un tour. Alors certes, il a été un peu auto-tamponneuse, mais enfin, à qui la faute? Et si ça continue comme ça, à Budapest la semaine prochaine, on peut vraiment être inquiet. Et pourquoi pas, effectivement, imaginer que Ferrari, à un moment... parce que pour la première fois, Räikkönen a dit, si j'en ai marre, si je perds la motivation, je pourrais arrêter au milieu d'une saison. Tout à fait. Tout en disant son contraire. Voilà, il a dit oui. Enfin, j'ai quand même un contrat parce que à chaque Grand Prix, on demande à Kimi Räikkönen de se justifier. Bon, comment est-ce que vous expliquez cet écart? Ça commence à l'agacer. Voilà. On le sent un peu miné par cette situation. Il y a peut-être des changements dans sa vie personnelle qui expliquent certaines choses. On ne sait pas très bien. Mais je pense que il doit absolument se réveiller parce qu'on n'attendait pas ça d'un champion du monde quand on voit les saisons qu'il a fait chez Lotus. Oui, c'est la grosse déception et c'est vrai que son manager, Steve Robertson, lui, a la ferme intention de réussir le hold-up du siècle une deuxième fois chez Ferrari, même si, moi je ne serais pas étonné que Kimi en reste là. La réponse peut être à Budapest déjà le week-end prochain.